Lavrov brise le silence. La vérité sur l'accord avec Trump. La Russie respecte-t-elle vraiment le moratoire conclu avec les États-Unis? Pourquoi Kiev continue-t-elle de frapper des cibles russes malgré cet accord? Et surtout, comment réagit Washington face à ces violations? Dans une déclaration explosive, Sergueï Lavrov dévoile des informations inédites sur les coulisses des négociations entre Moscou et Washington, l'attitude de l'Ukraine et les véritables enjeux de l'initiative céréalière de la mer Noire. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception de la situation. Lavrov accuse, chiffre à l'appui, et expose les contradictions flagrantes de Kiev et des Occidentaux. Quelle sera la prochaine étape? Les États-Unis tiendront-ils leurs engagements? Écoutez attentivement et dites-nous en commentaire. Pensez-vous que cet accord a encore un avenir? La Russie doit-elle continuer à respecter le moratoire malgré les provocations? Vos avis nous intéressent. Nous entendons de Kiev des décisions et des déclarations très contradictoires. Tantôt ils se disent prêts à négocier, tantôt ils continuent de frapper nos infrastructures. Pourriez-vous nous dire où en est actuellement le moratoire? Est-il respecté? Dans quelle mesure? Reste-t-il en vigueur, y compris pour nous? Au tout début de la séance du Conseil de sécurité aujourd'hui, avant de passer à la question principale de la lutte contre les menaces terroristes, le président a demandé au ministre de la Défense, Andreï Belousov, et à moi-même de faire le point sur l'évolution de nos relations avec les Américains concernant le dossier ukrainien. Andreï Ivanovitch Belousov a justement exposé la situation concernant le moratoire convenu à l'initiative du président Trump lors de l'entretien téléphonique entre nos présidents le 18 mars. Il a expliqué que ce moratoire n'est pas respecté, que les infrastructures énergétiques de la Fédération de Russie sont attaquées en permanence, avec au mieux une interruption d'1 ou 2 jours. Il a également dressé la liste des sites ciblés par les drones ukrainiens au cours de cette période, y compris dans la nuit dernière. J'ai poursuivi dans la même direction, soulignant que l'armée russe respecte strictement le moratoire, comme l'a ordonné le président dès le 18 mars lors de son appel avec Trump. Vous vous souvenez sans doute que, ce jour-là, cette drone se dirigeait vers des cibles en Ukraine et qu'ils ont été détruits par nos systèmes de défense antiaérienne et par un avion en patrouille. Depuis ce moment, nous avons respecté à 100% cet accord avec le président Trump. La liste des violations évoquées par Andreï Belousov a été transmise au conseiller américain à la sécurité nationale, Mike Waltz. De mon côté, je l'ai envoyé au secrétaire d'État américain, Marco Rubio, ainsi qu'à nos représentants à l'ONU et à l'OSCE, afin qu'ils puissent démontrer, sur des faits concrets, la valeur des engagements pris par les autorités ukrainiennes. Outre ce sujet, le président nous a également demandé de faire un point sur d'autres aspects de notre dialogue avec les Américains, notamment les discussions qui ont eu lieu à Riyad à partir du 24 mars. Lors de ces rencontres entre experts russes et américains, nous avons abordé la question de la relance et de la réactivation de l'initiative céréalière de la mer Noire. Au cours des négociations à Riyad, nous avons exprimé notre satisfaction, une position soutenue par le président, quant à la volonté des États-Unis de contribuer à lever les obstacles imposés par des sanctions unilatérales illégales entravant l'exportation des céréales et engrais russes. Ces restrictions créent des tensions sur les marchés mondiaux et affectent en premier lieu les pays en développement, pour lesquels l'accès aux produits alimentaires et aux engrais essentiels est limité. Nous avons donc pris acte de la volonté affichée par les États-Unis, qui a été consignée par écrit après la réunion du 24 mars. Mais nous avons également formulé des propositions concrètes sur les mesures à prendre pour mettre cela en pratique. Il est essentiel d'éviter de répéter l'expérience malheureuse de la première initiative céréalière de la mer Noire, promue par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et adoptée en juillet 2022. Dans cette initiative, une partie du paquet visait à faciliter l'exportation des céréales ukrainiennes, tandis qu'une autre concernait les exportations de nos propres céréales et engrais. Si la partie ukrainienne de l'accord a bien été mise en œuvre, nous avons toujours respecté nos engagements. En revanche, les obligations prises envers la Russie n'ont jamais été honorées. Aujourd'hui, nous avons besoin de garanties concrètes et non de simples promesses, accès au port, conditions normales de fret, assurances, etc. Nos collègues américains examinent actuellement nos propositions et ont promis d'y répondre sous peu. Le troisième sujet que nous abordons avec les Américains, avec l'aval des présidents, concerne la levée des « irritants »
qui complique gravement le travail de nos ambassades respectives à Washington et à Moscou. Il est évident que ce n'est pas nous qui avons instauré ces restrictions, c'est l'administration Obama qui a initié ces mesures hostiles. Nous n'avons fait que répondre selon les principes de réciprocité, une règle de base en diplomatie. Une première réunion a eu lieu à Istanbul, et une seconde est en cours de préparation. En attendant, les contacts se poursuivent par téléphone et visioconférence. Je ne veux pas faire de prévisions hâtives, mais nous constatons des avancées et un désir de la part de nos partenaires américains de supprimer ces entraves, qui sont totalement contraires aux pratiques diplomatiques normales. Ce que vient de révéler Sergueï Lavrov est absolument fondamental. D'un côté, la Russie respecte scrupuleusement le moratoire conclu avec Donald Trump. De l'autre, l'Ukraine continue d'attaquer des cibles russes, avec un soutien occidental qui ne faiblit pas. La question qui se pose alors est simple, cet accord a-t-il jamais eu une réelle valeur, ou était-ce dès le départ un piège tendu à Moscou? Regardons les faits. Lavrov l'a dit sans détour, la liste des violations ukrainiennes a été transmise aux États-Unis, notamment à Mike Waltz et Marco Rubio. Mais que peuvent réellement faire les Américains? D'un côté, Washington joue un double jeu officiellement, il semble ouvert aux négociations, notamment sur l'initiative céréalière. Mais en parallèle, l'Ukraine frappe les infrastructures russes avec des drones, et l'OTAN continue de lui fournir des armes. Alors, où est la logique? On peut se poser une autre question, pourquoi la Russie continue-t-elle de respecter un moratoire qui n'est pas respecté en retour? Est-ce une preuve de bonne foi ou une stratégie plus subtile? Peut-être que Moscou cherche à démontrer au monde entier qu'elle est la seule à respecter ses engagements, tandis que l'Occident et Kiev s'enfoncent dans leurs contradictions. Une façon habile de jouer la carte diplomatique, tout en préparant la prochaine riposte. Et justement, parlons-en, jusqu'à quand la Russie va-t-elle tolérer cette situation? Lavrov insiste sur le fait que Moscou a respecté l'accord à 100%. Mais combien de temps encore avant que le Kremlin ne décide qu'assez, c'est assez? Si les attaques ukrainiennes continuent, la Russie pourrait très bien reprendre ses frappes avec une intensité redoublée. Dans ce cas, les Occidentaux pourront-ils encore prétendre être du côté de la paix et des valeurs démocratiques? En réalité, nous sommes peut-être à un tournant majeur. La rencontre de mars à Riyad sur la reprise de l'initiative céréalière montre que les Américains cherchent à desserrer l'étau des sanctions, du moins en apparence. Mais la Russie a compris la leçon de 2022, cette fois, elle exige des garanties concrètes et non de simples promesses. Lavrov le dit clairement, Moscou ne veut pas répéter l'erreur de la première initiative où seules les demandes ukrainiennes avaient été satisfaites. Alors, que va-t-il se passer ensuite? 3 scénarios sont possibles. Soit les États-Unis finissent par faire pression sur Kiev pour calmer le jeu et préserver la possibilité d'un dialogue. Soit l'Ukraine persiste dans ses attaques et la Russie décide de mettre un terme au moratoire. Soit, et c'est peut-être le pire scénario, l'Occident continue d'alimenter la guerre, espérant pousser Moscou à une escalade encore plus grande. Et vous, quel est votre avis? La Russie doit-elle continuer à respecter cet accord, ou au contraire répondre avec fermeté aux provocations ukrainiennes? Pensez-vous que les États-Unis jouent réellement la carte de la désescalade, ou ne font-ils que gagner du temps? Dites-nous en commentaire, car ce débat est crucial et chaque point de vue compte.